Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un retour en enfance. Quand j'étais petite, il m'arrivait souvent de me poser cette question. Est-ce que le monde dans lequel je suis est bien réel? Les gens autour de moi, les paysages, et surtout moi aussi, suis-je bien réel? Et si tout ça, ce n'était pas un rêve finalement? Quand j'avais 8 ans, j'étais une grande fan du dessin animé que vous connaissez sûrement, Toy Story. Alors Toy Story, pour le dire simplement, c'est suivre les aventures d'un jouet cow-boy avec un astronaute et leurs autres amis les jouets. Aussi léger que le scénario puisse paraître, il a attiré mon attention sur ce fait. Les jouets ne s'autorisaient à prendre vie que lorsque les humains ne les regardaient plus. Alors j'ai commencé à me dire, avec mon esprit de petite fille, mais au fond, ce que je vois n'est peut-être pas la vérité. Et si mes jouets parlaient? Alors j'ai mené mon enquête. Je laissais les jouets dans ma chambre, je fermais la porte et je la réouvrais aussitôt pour les surprendre en train de parler. Bon, comme vous vous doutez, mon expérience scientifique a été un échec. Ils ne parlaient pas. Étonnant comme expérience, vous me direz, pas étonnant que je sois aujourd'hui professeure de philo. Et en même temps, j'avais là une de mes premières réflexions philosophiques. En fait, sans le savoir, je me demandais si ma conscience me permettait de connaître la réalité. Les enfants ne connaissent pas bien le réel, il ne va pas de soi. C'est pourquoi ils se posent beaucoup de questions, un peu comme Socrate. Ce sont de grands philosophes parce qu'ils s'étonnent du monde dans lequel ils se trouvent. Ils cherchent des liens de causalité, du sens. Socrate disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ne prendre aucune connaissance pour acquise, c'est la seule solution pour connaître le monde et soi-même. Faire un pas de côté et se demander si cette chose qui me paraît si étonnante, si naturelle, n'est pas en réalité étonnante. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous étonner et quelque part de faire de la place à l'enfant que vous étiez. Soyons ensemble des enfants quelques minutes et donc de grands philosophes. Posons-nous ensemble la question que je me suis posée à 8 ans. Peut-on faire confiance à ce que l'on nomme notre conscience? Quelle est la nature de cette conscience qui nous habite? Est-elle le fruit de processus neurologiques complexes ou bien la manifestation d'une réalité plus profonde et mystérieuse? Malgré tous nos efforts pour tenter de la définir, que ce soit en sciences ou en philosophie à travers les siècles, la conscience reste en grande partie un mystère. Les sciences cognitives la qualifient même de boîte noire. Elle échappe à toute définition précise. Et en même temps, comment pourrions-nous donner une définition objective de quelque chose de subjectif? Mais c'est précisément parce qu'elle est une énigme que nous allons tenter d'y réfléchir. Il faudrait déjà commencer par bien distinguer la conscience du cerveau. Si la conscience est générée par le cerveau, elle transcende toutefois la simple activité cérébrale et englobe la totalité de l'expérience subjective. Le philosophe Bergson nous donne cette image. La conscience serait comme le vêtement qu'on accroche sur le porte-manteau du cerveau. Si les deux sont interdépendants, il s'agit quand même bien de deux choses différentes qu'il faut bien se garder de confondre. Si on s'appuie maintenant sur la définition admise en philosophie, la conscience est une activité psychique réflexive me permettant d'avoir connaissance de mes pensées, de mes actes et de leur valeur morale. Du latin cum scientia, qui signifie « avec savoir », la conscience, c'est savoir que j'existe, que je suis un être unique et identique à travers les différents changements de temps et de lieu, mais c'est également savoir que le monde et les autres existent sans moi, par l'intermédiaire de mes sens. Pourtant, la connaissance que nous donne notre conscience à travers nos sens reflète-t-elle la réalité? Vous savez que vous me regardez avec vos yeux, que vous m'entendez parler avec vos oreilles. Vos sens vous permettent de connaître la réalité telle qu'elle est. Pourtant, parfois, ces mêmes sens peuvent vous tromper. On a tous déjà fait une fois l'expérience. Vous pensez reconnaître une personne au loin, et en réalité, c'est un inconnu. Vous avez l'impression d'entendre votre nom dans une conversation,
et il n'en a jamais été question. Et quelle est cette sensation de déjà-vu qu'on a tous déjà connue au moins une fois, quand on a l'impression de revivre une scène? La conscience a beau être en vous, elle ne vous donne pas toujours des informations fiables. C'est précisément ce que remarque le philosophe Descartes dans ses méditations métaphysiques. Descartes va dire, dans sa fameuse expérience du doute, peut-être que ce que je vois n'est pas la vérité. Peut-être que ma conscience ne me donne pas des informations fiables. Peut-être même que nous sommes dans un rêve. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas en train de rêver? Que votre voisin existe véritablement? La conscience a beau vous donner des informations, on peut toujours en douter. Un peu comme dans Matrix. Notre cerveau est peut-être enfermé dans des cuves et on est peut-être dans une réalité simulée. Les rêves semblent toujours réels. Vous pouvez avoir l'impression que vous volez, nagez, rencontrez des licornes, alors que votre vrai corps est allongé sur le lit. Et c'est seulement quand vous vous réveillez que vous réalisez que vous étiez en train de dormir. Peut-être alors que nous ne sommes pas réveillés. On ne peut pas prouver qu'on n'est pas dans un rêve et que dans ce rêve, on peut faire des rêves. Bon, on a parlé de Matrix, mais peut-être en réalité qu'il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit d'un film. Finalement, Descartes va dire « Si je peux douter de tout, il y a quand même une chose qui va résister à mon doute, c'est le doute lui-même. Quand je doute, je pense, et cette pensée, elle, existe. Je pense donc je suis, cogito ergo sum. La pensée qui caractérise ma conscience est donc la chose la plus certaine qui soit. Pourtant, si la conscience est la chose la plus certaine qui soit, comment expliquer que parfois, on ne sache plus très bien qui on est? Comment expliquer les dédoublements de personnalité? Prenons l'exemple de l'histoire de Stevenson, du Dr Jekyll et Mr Hyde. Docteur la journée et criminel le soir. Le Dr Jekyll ne sait pas qu'il est Mr Hyde et Mr Hyde ne sait pas qu'il est le Dr Jekyll. Comme s'il s'agissait de deux personnes différentes dans un même corps. C'est précisément ce problème qu'affronte le philosophe Locke. D'après lui, il est possible d'être deux personnes différentes dans un même corps, parce que ce qui fait qu'un individu est lui-même, ce n'est pas son corps, mais sa conscience. C'est-à-dire la capacité que j'ai à relier des perceptions passées à des perceptions présentes. Ça veut donc dire, dans le cas du Dr Jekyll, que si je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai fait, si je n'en ai pas conscience, alors je ne suis pas la même personne. Si je ne suis pas la même personne et que je peux être plusieurs en un, dans ce cas, quel est cet être unique que j'appelle je? Je peux certes donner des informations stables sur moi-même, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, homme, femme, mais mon identité n'est pas idem, c'est-à-dire toujours la même, fixée une fois pour toutes. Je peux échapper à ma propre conscience, ne plus vraiment savoir qui je suis, parce que des changements s'opèrent en nous. Replongez-vous dans vos souvenirs. Pensez aux différentes photos de vous à chaque époque de votre vie. Chaque photo représente une version différente de vous-même. Vous pouvez avoir changé, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que vous avez vécu des choses différentes. Vous pouvez avoir rencontré de nouvelles personnes, appris de nouvelles choses. On se rend compte quand même qu'on peut avoir appris énormément de choses et donc ne plus vraiment savoir qui on est. Mais sans même parler des effets du temps. On porte des identités multiples tous les jours. On peut être dans la même journée, parents, enfants, amis, amantes. Donc comment la conscience pourrait-elle nous donner des informations stables sur nous-mêmes si nous ne sommes pas une personne, mais plusieurs à la fois? Nous sommes le résultat de hasard. Nous sommes la compilation d'autres soi en nous. Vous avez sûrement déjà pensé à ça. Qui aurais-je été si j'avais côtoyé ces personnes? Si j'étais née dans tel pays? Si j'étais née dans telle époque? Vous seriez peut-être aujourd'hui astronaute, banquier, même éleveur dans une ferme. On se rend vite compte que probablement nous aurions été tout autres. La société, nos rencontres, notre éducation nous façonnent, si bien qu'il devient presque impossible de savoir quel est cet être que j'appelle je. Le philosophe Hume nous dit justement qu'il n'existe pas l'idée d'une conscience persistante et continue
capable de relier des perceptions passées à présentes pour constituer une conscience stable, il n'y a pas de stabilité en nous, mais seulement une succession de perceptions changeantes et éphémères, si bien que le jeu n'est que le produit de notre imagination. Dans ce cas, si le jeu n'est que le produit de notre imagination, comment répondre à une simple question comme « Comment allez-vous » Imaginez que vous répondiez « J'en sais strictement rien ». Bon, si on est incapable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment se définir ? Finalement, l'inventeur de la psychanalyse, Freud, nous dit que la conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, nous possédons tous un inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est l'inconscient ? L'inconscient, c'est cette zone du psychisme dans laquelle se trouvent des désirs et des pulsions refoulées, qui ne passent pas la barrière de la conscience. D'après Freud, notre esprit est divisé en 3 parties. Le moi, le surmoi et le ça. Le moi, c'est la partie consciente de l'homme. Le surmoi, c'est toutes les règles, les interdits que l'homme a intériorisés depuis la naissance, ce qui fait que vous savez presque naturellement que telle chose est bonne ou mauvaise, tellement vous l'avez intériorisé. Et le ça, c'est toute la partie désirante, pulsionnelle et quasi animale de l'homme, qu'on ne peut pas contrôler. Et donc le moi essaye de réguler entre ces 2 parties, afin d'avoir un individu social. Ça veut donc dire qu'on a quand même 2 parties inconscientes en l'homme, qui prennent le dessus sur la partie consciente. C'est ce qui explique, et vous en avez tous déjà fait l'expérience, quand on est en colère, qu'on puisse dire que nos paroles ont dépassé nos pensées, comme si quelque chose d'autre agissait à notre place, comme si nous n'étions pas maîtres de nous-mêmes. C'est ce que va dire Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Mais si le moi n'est pas maître dans sa propre maison, quelles conséquences ça peut avoir ? Eh bien, c'est là que le neveu de Freud intervient, Edward Bernays. Edward Bernays est un jeune publicitaire américain qui a bien entendu les théories de son oncle sur l'inconscient et qui va s'en servir à des fins politiques et commerciales à grande échelle pour manipuler. Si l'homme est à ce point gouverné par son inconscient, alors ça signifie qu'on peut le pousser à faire des choix sans qu'il s'en rende compte. Alors Bernays est à l'origine d'un énorme coup marketing dans les années 20, l'invention de l'American Breakfast aux États-Unis, composé d'œufs et de bacon. Quand on consomme ce petit déjeuner, on a l'impression que c'est complètement naturel et que c'est bon pour notre santé. En réalité, c'est une manipulation commerciale. Bernays a été contacté par une industrie agroalimentaire pour faire la promotion du bacon. Il va donc commander une étude à des médecins pour vanter les mérites d'un petit déjeuner copieux. Il va associer cette étude au bacon, donc une info dans la presse soutenue par 4000 médecins, autrement dit l'autorité scientifique. Ça ne pouvait que convaincre les Américains de consommer du bacon. Les ventes ont explosé, c'est le jackpot pour l'industrie et c'est l'un des plus grands succès industriels d'Edward Bernays. Donc jusque dans ce qu'on mange, on est manipulé. Pour vous prendre un exemple plus récent, vous connaissez peut-être cette pub du footballeur Lionel Messi en train de manger un paquet de chips. Quand vous regardez cette pub, vous êtes a priori plutôt passif, vous êtes sur votre canapé, tout va bien, et puis un beau jour, vous êtes invité à un apéro. Et sans savoir pourquoi, vous allez vous diriger vers ce paquet de chips. En réalité, votre esprit a associé Messi, que vous aimez bien, avec ce produit. Vous avez donc été manipulé. Bon, vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup. On n'est pas sûr d'être dans la réalité, le jeu est un concept, on a un inconscient, ce qui fait qu'on est manipulable jusque dans nos propres désirs. Donc la conscience, c'est quoi au milieu de tout ça ? Eh bien, le simple fait de réfléchir aux limites de la conscience, au fait qu'on a un inconscient et de questionner la réalité du jeu, nous montre déjà l'importance de la conscience. Parce que pour pouvoir dire tout cela, eh bien, il faut déjà en être conscient. Le simple fait de réfléchir à ces concepts et à leur complexité implique que nous sommes conscients de notre propre existence et de notre capacité à penser de manière critique. Savoir qu'on ne peut pas faire confiance à sa conscience
nous aide paradoxalement à gagner en conscience. Alors soyons clairs, être conscient, ce n'est pas simplement être en éveil, ce qui s'opposerait à l'état d'inconscience ou de somnolence. Ce n'est pas non plus être dans le monde sans se poser de questions. Être conscient, c'est prendre conscience, au sens d'activité et de réflexion. C'est d'ailleurs la définition philosophique qu'on a donnée dès le départ. Quand je me posais la question à 8 ans de savoir si mes jouets parlaient, je me demandais non seulement si la conscience pouvait me donner accès à la réalité, mais également s'ils étaient eux aussi dotés d'une conscience comme moi. Cette curiosité nous rappelle que dès notre plus jeune âge, nous sommes fascinés par le monde qui nous entoure et la manière dont on l'aperçoit. Cette fascination s'explique par le fait que le fonctionnement de la conscience reste en grande partie un mystère. Et même si ce soir nous avons tenté d'expliquer ce qu'elle est en traversant diverses pensées philosophiques, nous ne parvenons tout de même pas à lui donner une définition précise et figée. Pour comprendre ce mystère, je vous propose une dernière expérience de pensée. Ça vous est sûrement déjà arrivé en partant de chez vous, de vous demander si vous avez bien éteint les lumières, fermé les fenêtres et verrouillé la porte d'entrée. Ces gestes du quotidien sont devenus de tels automatismes qu'on est incapable de se souvenir si on les a faits ou non. Comme si nous étions absents de ce moment-là, et même absents de notre propre conscience. Alors sommes-nous véritablement conscients de chaque action que nous accomplissons, ou bien sommes-nous des spectateurs passifs de notre propre vie? Le paradoxe de la conscience nous confronte à la complexité infinie de notre esprit. Nous sommes à la fois les acteurs et les observateurs de notre propre réalité, naviguant dans un océan de perception et de pensée, où la frontière entre l'absence et la présence de conscience reste floue et mystérieuse. En fin de compte, une question persiste. Qui est aux commandes? Merci.